Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, un grand merci à nos abonnés VIP qui nous soutiennent tous les mois sur le www.lecoinducrime.com. Hamza Nouch, Corium137, Gérald Streleski, Safia El Bakali, Marie, Valérie et Sylvie. Nous vous remercions vraiment infiniment. Votre soutien permet à des milliers de personnes d'écouter nos épisodes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur lecoinducrime.com pour devenir un VIP si ce n'est pas encore fait. Et on commence. En novembre 2010, la ville de Toronto, au Canada, se réveille avec une nouvelle terrifiante. Un couple vient d'être sauvagement abattu dans sa maison par des individus masqués. Seule rescapée du massacre, leur fille, Jennifer, étudiante en pharmacie, retrouvée ligotée à une rambarde. Pourtant, au cours de l'enquête qui va suivre, la police va découvrir une facette beaucoup plus sombre de cette jeune fille et son univers familial étouffant, où l'erreur et l'échec ne sont pas permis, mais aussi sa double vie, savamment orchestrée. Une quête de liberté qui va se transformer en une spirale de mensonges et de manipulations et qui finira par bouleverser la vie des Pan à jamais. Je vous invite à découvrir avec moi l'affaire Jennifer Pan qui a défrayé la chronique au Canada anglophone et a choqué la société à long terme. « 8 novembre 2010, Toronto. Markham est une banlieue paisible du nord de Toronto, en Ontario. C'est un endroit très agréable et plutôt bourgeois, où les familles vivent proches les unes des autres. Markham abrite surtout une communauté asiatique très importante. La plupart sont originaires de Chine, du Vietnam, du Cambodge et des Philippines, arrivés au Canada au début des années 80 et ayant fui pour la plupart crise humanitaire et guerre civile. Ce 8 novembre 2010 est un lundi soir comme tous les autres. Pourtant, à 22h30, une opératrice reçoit l'appel paniqué d'une riveraine. Le 911, j'écoute. S'il vous plaît, venez m'aider, je sais pas où sont mes parents. Calmez-vous, que se passe-t-il ? Il y a des gens chez nous, des hommes masqués. Des hommes masqués ont tiré sur mes parents. Quelle est votre adresse ? Le 32. Papa ? Papa ? Un homme est en train de crier à ce moment-là en arrière-plan. Madame, vous m'entendez ? Madame ? Ligne coupée. Quand la police arrive sur place, elle découvre que les assaillants ont déjà quitté les lieux. La jeune femme qui a donné l'alerte s'appelle Jennifer Pan et elle a 24 ans. Elle est retrouvée attachée à la rambarde de l'escalier. L'un des policiers la détache et la conduit en lieu sûr. Pendant ce temps, ses collègues continuent d'inspecter toute la maison. D'emblée, ils remarquent qu'il n'y a aucune trace de lutte. Pourtant, quand ils descendent à la cave, c'est une toute autre histoire. Ils découvrent ce que redoutent tous les agents de police. Une scène de crime, particulièrement sanglante. Sur le plancher, gît une femme, face contre terre. Elle est pieds nus et vêtue d'un pyjama rose. Sa tête est enveloppée d'une serviette de bain. Elle est morte. On lui a tiré 3 balles dans le dos, à bout portant, et on l'a achevée d'une 4e dans le crâne. Une véritable exécution. Rapidement, l'hypothèse du cambriolage qui a mal tourné se présente. Le mari de la victime, quant à lui, reste introuvable. On se demande alors s'il a été kidnappé par les meurtriers, ou s'il est mort aussi, et dissimulé quelque part. La fille du couple, Jennifer Pan, est en état de choc, assise à l'arrière de la voiture de police. Elle se tortille les mains et claque des dents, en jetant des regards apeurés par-dessous ses lunettes. À Markham, le cortège des voitures de police ne va pas cesser de toute la nuit. Dans le voisinage, c'est le choc. Bitch Pan a reçu 3 balles. Je l'ai croisée hier au supermarché, elle m'a dit bonjour. Je n'arrive pas à y croire, c'est tellement horrible. Tirés de leur sommeil, les habitants restent pétrifiés sous les porches de leur maison, observant ce qui se déroule sous leurs yeux. Parmi eux, beaucoup de Vietnamiens originaires de Saigon, comme les Pan. Le cordon de sécurité jaune, encerclant la demeure des victimes, est une vision presque irréelle. Quel destin terrible. Ils ne méritaient pas cela. La vie de la famille Pan était pourtant éloignée de toute forme de violence. Elle était même ordinaire, trop ordinaire, alignée avec les standards de la société. Leur histoire a commencé comme celle de nombreux immigrés et demandeurs d'asile, venus trouver refuge au Canada, avec pour seul rêve d'assurer l'avenir de leurs enfants et les voir grandir dans un environnement sain, un pays
où les chances sont égalitaires pour tout le monde, peu importe l'ethnie ou la croyance. Mais revenons un peu en arrière pour bien raconter cette histoire. Nous sommes plusieurs années auparavant. Hoi An Pan a 26 ans lorsqu'il quitte son Vietnam natal à la fin des années 70. À cette époque, le Vietnam est à l'agonie, ravagé par la guerre contre les États-Unis et sa population décimée, affamée, misérable, réduite à l'état primitif. Le pays n'est plus qu'un amas de cendres et de vapeurs de gaz napalm. Rester est devenu impossible. Tout le monde cherche d'ailleurs à fuir dès que l'occasion se présente. Ayant obtenu le statut de réfugié, Hoi An débarque au Canada avec presque rien dans les poches, mais avec une détermination sans faille et une volonté de s'intégrer le plus rapidement possible dans son pays d'accueil. Une nouvelle vie commence alors pour lui, à Toronto. Les premiers jours, le choc culturel est saisissant. Contrairement au Vietnam, le Canada est un pays riche, développé, industrialisé, avec une population encore peu habituée au brassage culturel, mais néanmoins respectueuse de l'autre et de sa différence. Les gens sont bienveillants et vouent un certain respect pour les Asiatiques, dont la réputation de bosseurs acharnés a dépassé les frontières. En 1979, Hoi An rencontre celle qui deviendra sa femme. Elle s'appelle Beach Ah. Elle est chinoise et, comme lui, est récemment installée en Ontario. Ils tombent rapidement amoureux. Hoi, qui est un homme pondéré, ne veut pas brûler les étapes et fait officiellement sa demande auprès des parents de Beach Ah. Le couple se marie l'année suivante et s'installe dans un petit appartement de location dans les quartiers périphériques. Les années 80 sont une époque de vitalité économique et le Canada est en perpétuelle recherche de main-d'œuvre. Le secteur automobile est en plein essor. Hoi et Beach Ah trouvent rapidement du travail dans l'usine Mania International, lui en tant qu'ouvrier ajusteur-soudeur, elle en tant qu'assembleuse de pièces de voiture. Ouvrier exemplaire, il est très apprécié dans son atelier. Sérieux, méticuleux et réservé, c'est un homme de principe, attaché à la discipline et à l'ordre. Douce, mais tout aussi exigeante que son mari, Beach Ah partage avec lui la conviction que le travail acharné est la clé d'un avenir meilleur. C'est dans cet état d'esprit qu'ils réussissent petit à petit à construire une vie stable et prospère, incarnant le rêve de nombreux nouveaux arrivants dans ce pays. Au terme de quelques années de dur labeur et d'épargne acharnée, ils font l'acquisition de 2 belles voitures et d'une maison confortable, située dans la banlieue chic de Markham, au nord de Toronto. C'est l'accomplissement du rêve américain dans toute sa splendeur, transposé au Canada, quand on sait qu'au départ, ils n'avaient rien du tout. Une chose est sûre, les Pan sont fiers de leur réussite et ne s'en cachent pas. Le seul obstacle qui bloque un peu est la barrière linguistique. Même si tous les deux comprennent parfaitement l'anglais, ils ont encore du mal à le parler correctement, surtout Hoi An. Beaucoup trop fatigués par leur longue journée à l'usine, ils n'ont pas le temps de fréquenter les cours linguistiques du soir, prodigués gratuitement par le gouvernement pour l'insertion des nouveaux arrivants. Le couple a d'autres préoccupations plus urgentes, fonder une famille. Leur fille, Jennifer Cecilia, vient au monde à Scarborough le 17 juin 1986, suivie 3 ans plus tard par un garçon, Félix. Le choix de leur prénom canadien a été pensé pour qu'ils soient bien intégrés dans le milieu anglophone, comme le souhaitent ardemment leurs parents. À la maison, la famille ne communique cependant qu'en vietnamien et en cantonais, la langue natale de la maman. Mari et femme sont profondément unis par un objectif commun, offrir à leur progéniture une vie bien plus confortable et facile que la leur. Ils sont persuadés que ce sacrifice ne peut porter ses fruits qu'en imposant des règles strictes à la maison. En tant que fille aînée, Jennifer apprend très jeune qu'on attend beaucoup d'elle et qu'elle doit toujours être à la hauteur. Donner le bon exemple à son frère, obéir à ses parents et réussir à l'école sont les seules choses permises. Comme dans la plupart des foyers asiatiques, même ceux de la diaspora, les Pan appliquent un style dit « parentalité tigre » qui exige des résultats scolaires parfaits et un comportement irréprochable. De ce fait, ce ne sont pas des parents démonstratifs ou chaleureux au sens occidental du terme. Jamais ils ne câlinent ou ne disent « je t'aime » à Jennifer ou Félix. Jamais ils ne plaisantent avec eux. Jamais ils ne leur lisent des histoires avant de dormir. La relation parent-enfant est très formelle et hiérarchisée. Par ailleurs, ils préfèrent traduire leur amour par des actes concrets, bien les nourrir, leur acheter de beaux vêtements, leur payer des cours supplémentaires, les inscrire à des activités parascolaires coûteuses, comme le piano et le patinage artistique, leur procurer le matériel informatique dernier cri, pour les aider dans leurs devoirs, etc. Tout cela, bien sûr, est accompagné d'une surveillance constante pour s'assurer que tout soit fait selon leurs standards. Dans l'esprit de Hoi An et Beach Ah, tout sacrifice est justifié si cela permet à Jennifer et Félix de gravir les échelons sociaux et économiques. Il arrive très souvent que Hoi An cumule des journées de travail de 16 heures et qu'il fasse des doubles shifts pour pouvoir avancer suffisamment d'argent.
Quand on vient du Vietnam, on n'a pas le luxe de rêver, on travaille pour y parvenir. Grimper les échelons sociaux, devenir docteur, avocat ou ingénieur, gagner un bon salaire, investir dans une belle maison et épargner de l'argent, en d'autres termes devenir quelqu'un, voilà l'aboutissement ultime de chaque parent asiatique soucieux de ses enfants. Par contre, vivre hors de ces standards et aspirer à faire ce qu'on aime est très marginalisé dans ces communautés où on a tendance à beaucoup se comparer et où la valeur d'une personne se mesure à sa position professionnelle et son compte en banque. Les discussions du couple Pan tournent souvent autour de cela. Liz Fraser, ma collègue à l'assemblage, tu te souviens? Elle me déposait en voiture à l'époque où j'étais enceinte de Jenny. Oui, je me rappelle bien, celle avec la coiffure en pétard et les tatouages. Tout à fait, figure-toi que son fils veut devenir batteur. Batteur? C'est un métier ça? Il paraît, il joue dans un groupe de rock. Et elle en pense quoi? Elle est très contente, elle m'a dit comme ça, il faut laisser les enfants exprimer leurs émotions. Punaise, c'est bien les gens de Toronto. Batteur, je trouve que c'est chouette, dit Félix en levant sa tête de son cahier. Le regard scandalisé de ses parents le fait immédiatement replonger dans ses devoirs. Son père se racle la gorge. Le rock, c'est bon pour les junkies et les bras cassés. Un jour tu manges et l'autre non, et puis tu ne payes plus tes factures, et les huissiers débarquent chez toi pour revendre tes meubles et te jeter dehors. Beaucoup se sont retrouvés à faire la manche car ils ont tout flambé en cocaïne et en soirée. Il n'y a qu'à voir le métro du centre-ville. Tous ces seringues. C'est dégoûtant. Arrête, Oi, tu confonds tout. Il fait un geste las de la main. Bitch A se dépêche d'expédier leur fils terminer ses devoirs dans sa chambre. Mais enfin, Oi Han, c'est quoi ce langage devant le petit? Je n'ai dit que la vérité, répond son mari en allumant la télévision d'un geste machinal. Jennifer arrive à cet instant. Elle revient de ses cours supplémentaires de mathématiques. Sans même la saluer, sa mère lui demande de sortir ses cahiers et lui faire un compte-rendu de ce qu'elle a travaillé avec la prof. Les yeux endormis, Jennifer déballe le contenu de son sac à dos, ouvre son livre d'arithmétique, priant intérieurement pour que sa mère ne s'attarde pas trop longtemps sur ses notes. Au bout de 10 minutes, elle comprend que cela risque de s'éterniser, surtout lorsque son père vient s'en mêler. Il lâche sa télécommande, quitte son sofa et lui dit de venir le rejoindre à la cuisine, tout ce qu'elle redoutait. « Regarde ici, Jen. Le résultat n'est pas correct, il va falloir tout refaire. » C'est étonnant que la prof ne l'ait pas remarqué. Tu es sûr que tu as bien noté ce qui était au tableau? Oui, papa, sûr et certaine. Il va falloir lui téléphoner à cette prof. Attends demain, Oi, les Canadiens n'apprécient pas qu'on leur téléphone à n'importe quelle heure. Au milieu de cette discussion enflammée, Jennifer se retient pour ne pas soupirer de lassitude. Son estomac continue de gargouiller, elle a faim. Mais tant que sa mère ne lui a pas donné la permission, impossible pour elle d'aller se servir. Ce n'est pas un hôtel ici, on mange ensemble à heure fixe. Cette nuit-là, elle se retrouve à retravailler à 2 reprises l'exercice avec son père pour se rendre compte au final que les résultats étaient corrects, qu'il s'était trompé et était prêt à incendier la professeure de mathématiques. Énervée, n'ayant toujours pas dîné, elle monte se coucher. Voilà un peu en quoi se résume une soirée classique chez la famille Pan. Mais derrière cette façade unie et disciplinée, une tension silencieuse grandit. Jennifer, en pleine adolescence, vit de plus en plus mal le poids immense des attentes parentales. Aussi longtemps qu'elle s'en rappelle, elle a toujours été poussée à exceller dans tous les domaines, et pas seulement les études. Si elle adore le piano et le patinage artistique, qu'elle pratique depuis sa plus tendre enfance, il fallait toujours rafler le premier prix, la première médaille, le premier trophée. Arriver seconde dans le classement équivaut à un échec. Au fond, elle s'en passerait bien, mais voir l'orgueil dans le regard de ses parents est devenu au fil du temps sa mission, et les décevoir la chose qu'elle redoute le plus. À l'école primaire, la sage Jennifer est la chouchoute des professeurs. Sérieuse, studieuse, appliquée, elle est l'archétype de l'élève rêvé de chaque enseignant. Ce besoin de perfection est d'ailleurs tellement fort et compétitif qu'il en est presque obsessionnel. Autour d'elle, les autres enfants font des caprices, oublient leurs devoirs, font les pitres, pleurnichent, font venir leurs parents au moindre pépin, habitués à être chouchoutés et écoutés chez eux, et leur opinion prise en compte, malgré leur jeune âge. Même constat dans les grandes surfaces, où ces mêmes enfants se roulent dans les rayons, car leur maman refuse de leur acheter un jouet coûteux ou un paquet de chocolat Cadbury. Dans toutes ces photos de classe, Jennifer apparaît toujours impeccablement coiffée de 2 couettes soigneuses, rehaussée d'un ruban et portant des lunettes de vue. La chose la plus frappante est qu'elle ne sourit jamais, et quand cela se produit, ce n'est jamais spontané. Son regard paraît déjà éteint, fatigué, dépourvu de toute joie de vivre et d'excitation. Anne et Bitch A, en voulant la façonner selon leurs idéaux, ne réalisent pas qu'ils ne lui laissent aucune place pour exprimer ses propres désirs ou ses fragilités d'enfant. Cette dynamique familiale, où règne le contrôle et la pression,
va devenir graduellement le terreau fertile d'une mésentente et haine, aussi sourde que profonde. Nous sommes dans les années 2000. Bien qu'elle soit initialement une excellente élève au primaire, Jennifer commence à avoir des difficultés scolaires à partir du lycée. L'adolescence n'y arrange rien. À presque 17 ans, Jennifer n'a pratiquement pas de liberté personnelle. Elle n'a jamais parlé à un garçon, jamais assisté à une boum, jamais sorti sans être accompagnée par sa mère. Elle est tellement démunie et ignorante que son intelligence sociale équivaut à celle d'une fillette de 9 ou 10 ans. Sa vie se résume à l'école, le patinage et les leçons de piano. Du reste, elle n'est pas autorisée à sortir avec des amis, à dormir chez elle, à fréquenter des garçons ou à participer à des activités extrascolaires. Au lycée, elle jalouse secrètement les autres filles, leur indépendance, les rapports tranquilles et décontractés qu'elles ont avec leurs parents, leur facilité déconcertante à aborder les garçons et à se faire inviter par eux. Les voir se servir le plus normalement du monde dans le distributeur de préservatifs, fumer dans les vestiaires, porter des vêtements moulants, du maquillage et des extensions capillaires, se teindre les cheveux, mettre du vernis à ongles, la choque terriblement et force en même temps son admiration. Si sa mère un jour apprenait qu'elle avait mis du gloss à lèvres ou des faux ongles, ce serait un scandale à la maison. Une fille bien comme il faut, ne porte pas de vêtements qui lui serrent les fesses, ne sent pas la cigarette, ne se peinture pas la figure, ne traîne pas dans les cafés, ne sort pas avec des garçons en soirée, ne dort pas chez les gens qu'elle ne connaît pas. Cette phrase, martelée par sa mère, elle la connaît par cœur et pourrait même la réciter. Elle aurait aimé lui demander « Maman, c'est quoi une fille comme il faut alors ?» La réponse serait « Une fille qui a presque 18 ans mais qui laisse toujours sa mère lui choisir ses vêtements selon ses goûts à elle. Une fille qui connaît uniquement le trajet entre l'école, le conservatoire, la patinoire et la maison. Une fille qui porte encore un ruban blanc dans les cheveux et un chemisier assorti alors que c'est démodé. Une fille qui obéit à ses parents et fait tout ce qu'ils disent. » À mesure qu'elle grandit, l'attitude de Bitch A à l'égard de sa fille ne fait que se renforcer, devenant plus implacable, plus stricte. Le tiger parenting dans tout ce qu'il a de pire. Cela devient tellement extrême que Jennifer n'a même pas le droit d'appliquer son traitement contre l'acné, car cela lui colore le teint, ni de s'épiler les sourcils, ni de porter des lentilles de contact. À la place, elle doit se résoudre à garder ses gros verres de lunettes, peu attrayants et trop volumineux pour son visage. C'est comme si sa mère faisait tout son possible pour l'enlaidir. En parallèle, l'adolescente commence à mentir à ses parents au sujet de ses notes à l'école. Ce premier pas dans le mensonge n'est que le début d'une longue liste. Lorsqu'elle commence à échouer dans ses études, elle passe à la vitesse supérieure et décide de falsifier ses bulletins scolaires pour montrer des notes trafiquées. Elle va même jusqu'à prétendre avoir été acceptée à l'université de pharmacie de Toronto, alors qu'elle n'a même pas encore terminé le lycée. Les parents, bien qu'attentifs, sont peu familiarisés avec le système académique anglophone et n'y voient que du feu. De toute façon, leur fille est incapable de leur mentir. Leur fierté est désormais à son paroxysme. Ils voient déjà leur petite Jennifer, future docteur en pharmacie. Elle, de son côté, satisfaite de les induire en erreur, continue sur sa lancée. À présent, elle raconte qu'elle suit des cours à l'université, tout en travaillant comme bénévole dans un hôpital. On nous a demandé d'acheter cette liste de manuels, et puis il me faut un nouvel ordinateur portable, et la cotisation pour les sorties au musée, et un tablier pour les travaux pratiques. Oi Anne règle la note sans broncher, tant que sa fille fait de bonnes études. C'est à peu près à cette époque qu'elle fait la connaissance d'un certain Daniel Wang, qui deviendra son petit ami. Bien sûr, dans le plus grand des secrets. Les absences répétées hors de la maison, elle les prétexte par de longues journées d'études à la bibliothèque universitaire. Les parents ne répliquent pas, la croyant sur parole. En réalité, elle passe son temps dans des cafés ou en compagnie de Daniel Wang. Souvent, il leur arrive aussi de coucher ensemble pendant la journée, à l'abri, dans le petit appartement du garçon. La jeune femme est en pleine extase. Sa découverte de la sexualité, la perte de sa virginité, l'idée même de tromper ses parents, est vécue comme une véritable revanche sur son ancienne existence de cloîtré. J'étais comme au monastère, il ne manquait que la camisole. Pour maintenir l'illusion, Jennifer va jusqu'à acheter des manuels universitaires, à inventer des emplois du temps, falsifier des diplômes et des bulletins. Elle développe alors des stratégies d'évitement pour préserver une illusion de réussite. Mais ce mécanisme, loin de lui rendre service, finit par l'enfermer dans une spirale où chaque mensonge nécessite un autre pour le soutenir. Pour cela, elle doit toujours avoir une longueur d'avance, planifier et anticiper pour éviter de se tromper. Mais comme cela arrive souvent dans ces cas-là, les mensonges finissent par s'accumuler, nécessitant toujours plus de détails pour être crédibles, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Malgré ses efforts pour maintenir cette façade, Jennifer remarque qu'elle est toujours étroitement surveillée. Ses parents, toujours aussi intrusifs, commencent à lui poser des questions, à s'informer.
propose de la conduire à ses cours pour visiter le bâtiment. Comme si il soupçonnait quelque chose. Elle se défile comme elle peut, ne sachant plus comment cela finira. Elle redoute le coup de fil de trop d'une responsable administrative trop zélée, annonçant qu'elle ne figure sur aucune liste du campus, ou encore de croiser l'un des parents au centre commercial. Avec le temps, il devient de plus en plus difficile pour elle de jongler parmi ce flot de mensonges, et craint d'oublier le détail qui finira par la trahir. Comme tous les mythomanes, elle commence à redouter le jour où la vérité finira par éclater. À mesure que les jours passent, elle commence à ressentir une frustration et un ressentiment croissant qui la plonge dans l'anxiété et l'insomnie. Jennifer doit bien se rendre à l'évidence. Elle est acculée, prise en otage dans son propre piège. Au début de l'année 2010, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et puis, tout finit par se savoir. Sa mère découvre sa liaison avec Wong, en même temps que son inscription fictive à l'université. Nous ne pouvons plus te faire confiance, car tu n'en es pas digne. Sévèrement punie, interdite de sortir de la maison, Jennifer, bien que libérée de son fardeau, sent que quelque chose est en train de se préparer dans son dos. Que lui réservent ses parents ? Jennifer sent que le monde illusoire qu'elle vient de se créer est en train de tomber en morceaux et lui filer entre les doigts. Telle une prisonnière, l'idée de fuir devient une obsession et une pensée sinistre commence à germer. Ses parents sont la source de son malheur et leur disparition pourrait tout résoudre. L'idée de les éliminer ne surgit pourtant pas du jour au lendemain. Elle imagine d'abord des scénarios où elle s'enfuit avec Daniel pour commencer une nouvelle vie, loin de l'Ontario, voire hors du Canada. Elle rêve de Los Angeles, Beverly Hills et les plages californiennes où tout est permis. Durant cette période sombre, elle est obsédée par des pensées de vengeance et de libération. Au téléphone, elle se confie à Daniel, en pleurs. Tant que mes parents seront en vie, je n'aurai jamais de liberté. Jamais la liberté de vivre comme je l'entends. Tes parents sont des narcissiques et des égoïstes archaïques, complexés par leur parcours et voulant projeter leurs rêves sur toi. Tant que tu restes sous leur coupe, cela les arrange. Je te rappelle que c'est ta vie, pas la leur, et tu as le droit de choisir ce que tu comptes en faire. Tu as raison. Tu es le seul à me comprendre, chérie. C'est lui qui évoque, de manière non sérieuse au départ, l'idée de faire peur à ses parents. Mais cette suggestion, loin de l'offenser, commence bientôt à obséder Jennifer. Très vite, elle se met à envisager un plan beaucoup plus radical. Et c'est tout naturellement qu'elle prend contact avec Daniel pour discuter de son plan. S'il préfère ne pas être directement impliqué, il la met par ailleurs en relation avec un ancien camarade, un certain Andrew Montemayor. Il a des connexions dans le milieu criminel. Montemayor refuse d'être mêlé à cette affaire, mais son nom ouvre à Jennifer un nouveau réseau de contacts douteux. C'est ainsi qu'elle finit par se lier à un homme nommé Lenford Crawford. Crawford est un garçon peu recommandable et sans scrupules, connu pour ses activités illicites et d'avoir cumulé les séjours dans les centres de réhabilitation pour mineurs et les centres de désintoxication. Il accepte de trouver des exécutants pour le plan de Jennifer en échange d'un paiement de $10 000. $10 000, c'est une somme énorme. Où trouvera-t-elle cet argent ? Je trouverai une solution, promet-elle péniblement. Jennifer commence alors à économiser. Elle investit l'argent donné par ses parents pour son supposé stage en pharmacie. Malgré ses faibles moyens, elle est déterminée à payer les tueurs à gages. Le plan macabre commence à prendre forme. Jennifer et Crawford conviennent que l'attaque aura lieu à la maison familiale, sous la couverture d'un faux cambriolage. Le malfrat et ses complices entreront de nuit, attacheront Jennifer pour la faire passer pour victime. Ensuite, ils exécuteront ses parents. Loin de rester en retrait, Jennifer joue un rôle actif dans l'organisation. Elle fournit le plan de la maison, décrit les habitudes de ses parents et indique où trouver de l'argent. Elle s'assure également que ces derniers soient présents ce soir-là. Pourtant, avant la nuit fatidique, Jennifer et ses complices échouent à mettre le plan en œuvre. Une première tentative est annulée lorsqu'elle hésite à confirmer la date. « Si tu hésites comme ça, mieux vaut tout laisser tomber. Mais je te préviens, je te rendrai que la moitié de la paye. »« Non, c'est décidé. À la bonne heure. » La peur et le doute la rongent, mais la colère et la frustration prennent rapidement le dessus. Ces faux départs ne font qu'alimenter la tension, et Jennifer est de plus en plus déterminée à aller jusqu'au bout. Elle se convainc que c'est la seule solution pour regagner sa liberté et vivre la vie qu'elle désire. Nous sommes le 8 novembre 2010. La journée chez la famille Pan commence comme d'habitude. Beach A s'absente durant toute la matinée pour faire des courses en compagnie de son mari.
Félix, qui vit désormais au campus de l'université de Hamilton, ne rentre que très rarement à la maison. Seule Jennifer est présente. Seule dans sa chambre, elle ne tient pas en place, les yeux rivés sur son portable. En fin d'après-midi, elle envoie un texto à Crawford pour confirmer que le plan peut commencer. Le message est simple. « I'm ready. Je suis prête. » Au moment de dîner, elle préfère rester dans sa chambre, prétendant être occupée sur son ordinateur, tandis que ses parents s'apprêtent à passer à table. Au bout d'une heure, elle entend leurs pas dans les escaliers. Ils s'apprêtent à aller se coucher. Vers 22h, alors que la maison familiale est plongée dans le calme, les complices de Jennifer, armés et masqués, franchissent la porte d'entrée. C'est elle-même qui leur libère l'accès. Sans ménagement, les hommes réveillent Hoi-an et Bitch-ah et les contraignent à descendre au salon. Le couple, complètement déboussolé et terrorisé, ne sait comment réagir. Très vite, les choses s'enchaînent. « On veut l'argent et les objets de valeur en vitesse !» crie l'un des individus masqués. Le papa, confus mais obéissant, s'exécute et va leur chercher tout ce qu'il peut trouver. Pendant ce temps, Jennifer joue son rôle à la perfection. Elle reste immobile, les mains liées derrière son dos avec un lacet, simulant la terreur d'une victime impuissante. Mais la situation dégénère rapidement quand les parents se mettent soudain à faire de la résistance. Han tente de résister et dans la confusion, l'un des hommes lui tire dessus. Blessé au cou et à l'épaule, il s'effondre. La détonation fait sursauter Jennifer et hurler sa mère, qui se met à pleurer en voyant le sang surgir de son mari. « Vous l'avez tué! Vous l'avez tué !»« La ferme !» Le sort qui lui est réservé est beaucoup plus cruel. Elle est abattue peu après, de 3 balles dans le dos et une 4e balle à l'arrière de la tête. La maison replonge dans le silence. En haut, Jennifer n'a pas la force de regarder la scène. Les assassins quittent précipitamment les lieux, la laissant ligoter comme convenu. Jennifer réussit à atteindre son téléphone pour composer le 911, le numéro d'urgence. D'une voix tremblante, elle raconte à la standardiste une histoire de cambriolage ayant mal tourné. Ce qu'elle ignore, c'est que son père a miraculeusement survécu à l'attaque, malgré la gravité de ses blessures, et qu'il a réussi à sortir de la maison pour chercher de l'aide. Lorsque les secours arrivent, ils découvrent une maison plongée dans l'obscurité, des traces de lutte, de sang par terre, et Jennifer, pâle, est ligotée à une rampe d'escalier. Han est immédiatement transporté à l'hôpital, où il est placé dans un état critique. Dans les locaux de la police où elle a été conduite, la rescapée joue son rôle avec une précision glaçante, ignorant qu'elle est filmée par des caméras de surveillance. Face à elle se trouve le détective Randy Slade de la York Regional Police. En pleurs, elle répète qu'elle ne sait pas pourquoi sa famille a été ciblée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu mes parents aller en bas. Ma mère me demandait à ce que j'y aille aussi, mais les assassins ont refusé que je vienne avec mes parents. Mais dès les premières heures de l'enquête, certaines incohérences dans son récit éveillent les soupçons des enquêteurs. Ils remarquent aussi qu'elle semble toujours pensive, comme si elle réfléchissait constamment à ce qu'elle doit dire. Ces derniers constatent rapidement que l'entrée principale de la maison ne présente aucun signe d'effraction. Jennifer explique alors qu'elle a été forcée de déverrouiller la porte sous la menace, mais sa version paraît hésitante. Plus troublant encore, malgré son récit dramatique, elle semble étrangement calme pour quelqu'un qui vient de perdre sa mère dans une fusillade. Ses pleurs paraissent mécaniques, et son langage corporel manque de la spontanéité que les enquêteurs associent aux véritables victimes de traumatisme. L'un des points les plus intrigants est l'appel au 911. Jennifer explique avoir composé le numéro d'urgence avec ses mains, prétendument attachées derrière son dos. Une véritable prouesse, en sachant qu'elle était sous le contrôle supposé de ses agresseurs. Comment a-t-elle fait ? Elle ne se souvient plus. Ses idées sont confuses. Je dois faire une pause. Mais Randy Slade s'est déjà fait son opinion à son propos. Alors pour la confronter, il adopte une stratégie plus subtile. Plutôt que de l'accuser directement, il la convoque à plusieurs reprises pour clarifier son récit, feignant l'amitié, le rapprochement, la compréhension, dans l'espoir de la faire avouer. Mais elle n'est pas dupe, et à chaque interrogatoire, elle modifie légèrement sa version, ajoutant ou oubliant des détails. Cette instabilité narrative finit par renforcer les soupçons du détective. En parallèle, l'analyse des SMS et les appels passés dans les semaines précédant l'attaque fournit un élément de réponse concrète. Et ce qu'il découvre change complètement la donne. Jennifer a bel et bien communiqué avec un certain Lenford Crawford et d'autres complices, juste avant la tuerie, laissant une trace numérique irréfutable de sa participation. Elle est désormais au pied du mur. Malgré ses blessures graves, Han Pan se rétablit progressivement. Lorsqu'il reprend conscience, il livre aux enquêteurs un récit qui contredit totalement celui de sa fille. Il se souvient que lors de cette terrible nuit,
il a entendu Jennifer parler calmement avec l'un des intrus, comme si elle le connaissait. Cela lui a semblé très bizarre. Les enquêteurs réalisent que Hoi-an n'est pas seulement une victime, mais un témoin nécessaire pour démêler cette affaire. Le 22 novembre 2010, après plusieurs interrogatoires, Jennifer craque, finalement. Lorsque Slade et sa collègue la confrontent à ses contradictions et aux preuves électroniques, elle finit par admettre qu'elle a orchestré elle-même l'attaque. Mais même dans ses aveux, elle tente de minimiser sa culpabilité. Jennifer affirme qu'elle n'a jamais voulu que ses parents soient tués, seulement effrayés. Elle décrit un plan supposé visant à les intimider pour qu'ils relâchent leur emprise sur elle, mais cela a fini par mal tourner. Mais il en faut plus pour émouvoir le policier chevronné. Cette justification ne tient pas face aux preuves. Vous avez négocié, planifié froidement et payé pour un acte qui a coûté la vie de votre mère et laissé votre père traumatisé. Oui, je suppose que ça s'est déroulé comme vous dites. Quand l'affaire s'ébruite, c'est une onde de choc qui se propage à Toronto. En un temps record, l'affaire Jennifer Pan devient le phénomène médiatique de l'heure. Les médias anglophones canadiens en parlent tous les jours, matin, midi et soir. En 2014, le procès de Jennifer Pan s'ouvre et attire l'attention de tout le pays, captivant le public par son mélange de manipulation, de mensonges et de tragédie familiale. Au tribunal, les procureurs dressent le portrait d'une jeune femme calculatrice, prête à tout pour se libérer de ce qu'elle percevait comme une prison familiale. Ils révèlent en détail les échanges entre Jennifer et ses complices, les preuves matérielles et le témoignage bouleversant d'Ann Pan, seule rescapée de la tuerie. De son côté, la défense tente de dépeindre Jennifer comme une jeune femme vulnérable, victime de la pression écrasante exercée par ses parents. Ils soutiennent qu'elle n'a jamais souhaité la mort de sa mère, mais qu'elle a été dépassée par les événements. Après des semaines de témoignages et de plaidoiries, le jury rend son verdict. Jennifer Pan est reconnue coupable de meurtre au premier degré pour la mort de sa mère et tentative de meurtre sur son père. Elle est condamnée à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Ses complices, dont Lenford Crawford et David Milvaganam, reçoivent également des peines sévères. Hoi-an, désormais veuf et marqué à vie, reste digne mais brisé. Lors du procès, il exprime son incompréhension face aux actes de sa fille. « Je lui ai offert tout ce que je pensais être le meilleur, et en retour, elle nous a trahis, de la manière la plus cruelle et inattendue qui soit. » Père et fils coupent tout contact avec Jennifer, juste après le verdict. Si l'affaire Jennifer Pan a tellement marqué les esprits, c'est parce qu'elle dépasse le simple cadre d'un fait divers classique. Elle reflète des tensions profondes entre des cultures, des générations et des attentes sociales différentes, et les défis auxquels font face de nombreux enfants immigrés, sans cesse tiraillés entre deux mondes et deux manières de vivre et de penser. Les parents de Jennifer, comme beaucoup dans la communauté asiatique, ont placé tous leurs espoirs dans leurs enfants pour combler les sacrifices qu'ils ont faits en quittant leur pays pour le Canada. Cela a fini par créer un climat toxique et une pression immense pour réussir selon des standards souvent rigides et peu adaptés dans le monde occidental. Jennifer, piégée entre son amour pour ses parents et son envie de liberté, a fini par prendre des décisions qui l'ont plongée dans une spirale de manipulation, d'auto-sabotage et de destruction. Une fois qu'elle a voulu faire marche arrière, il était déjà trop tard. Aujourd'hui, elle purge sa peine au Central East Correctional Center, dans l'Ontario. Sa vie, autrefois guidée par des ambitions démesurées et des attentes impossibles, est désormais marquée par la solitude et les remords. Ses parents, qu'elle disait vouloir impressionner et libérer, représentent aujourd'hui à la fois sa plus grande perte et son plus grand échec. Certains font souvent le parallèle entre elle et Jean-Claude Roman, le faux médecin de l'OMS qui, durant plus de 20 ans, a construit une vie de mensonges pour éviter d'affronter son échec et décevoir ses proches, avant de finir par les assassiner cruellement à l'approche de la découverte de la réalité. Hoi-an Pan, malgré sa survie miraculeuse, porte les cicatrices physiques et émotionnelles de cette nuit tragique. Aujourd'hui, il vit loin des projecteurs, cherchant à reconstruire une vie auprès de son fils Félix, tout en portant le poids de cette trahison inimaginable. En avril 2024, Netflix a diffusé le film documentaire What Jennifer Did, basé sur ce fait divers. Le livre A Daughter's Deadly Deception de Jennifer Pan Story par Jeremy Grimaldi fournit également beaucoup d'informations sur l'affaire. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.